Bonjour Mélanie, merci d'avoir accepté l'invitation de superindep.fr pour ce podcast. Comment est-ce que Salut ça va à toi, aujourd'hui? merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Tu passes une belle journée? Écoute, ça va. Vendredi, c'est fin de semaine, c'est journée un peu side project et sur mon activité, donc c'est un peu mon jour préféré de la semaine, j'avoue. D'accord, donc c'est détente alors pour le vendredi, C'est détente indépendante. entre guillemets. D'accord. Alors, est-ce que tu peux te présenter et puis nous en dire un petit peu plus sur toi? Oui, alors moi, ça fait 2 ans et demi que je suis freelance. Dans les grandes lignes, mon activité, c'est d'aider les entreprises, surtout des TPE et des petites PME, à avoir plus de visibilité et à trouver plus de prospects grâce à LinkedIn. Je suis spécialisée sur ce réseau social et donc plutôt en B2B. Et la petite D'accord. particularité par rapport à celles et ceux qui peuvent aussi faire ce métier, c'est que je travaille uniquement avec des entreprises à impact social ou environnemental. Voilà. D'accord, très bien. Et est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu es arrivé au freelancing? Comment est-ce que tu en es arrivé là? Ton parcours, qu'est-ce que tu as fait comme études? Oui, bah alors si on déroule un petit peu par où j'ai démarré, j'ai fait des études un peu variées, on va dire. J'ai commencé par un bachelor en D'accord, école de commerce en d'accord, business international qui durait 3 ans. Et ensuite, j'ai tout de suite senti que dans toutes les matières qu'on faisait, la com c'était plutôt mon truc, parce qu'on fait beaucoup de choses en école de commerce. Et du coup, j'ai décidé de faire un master en journalisme et communication à l'université d'Aix-Marseille. d'accord, Et du coup, après ce parcours, je me suis lancée jeune diplômée dans un CDI en salariat, du coup, en tant que chargée de com. Et je m'étendrai pas trop sur cette expérience, mais on va dire que c'était pas exactement ce à quoi je m'attendais sur le monde du travail. Euh, ouais, surtout le métier chargé de com, c'était un petit peu compliqué puisque c'était beaucoup moins valorisé que ce que je pensais. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup perçu comme un métier support aux oui, autres vrais métiers de l'entreprise, oh, de bon si je métier. puis dire. Et du coup, c'était un petit peu une excuse pour que ce soit des métiers. Enfin, j'en ai parlé avec d'autres chargés de com, un métier un petit peu fourre-tout où on se retrouve à faire plein de choses différentes. Et du coup, à la fin, je me retrouvais plus à faire des cafés et de l'archivage que mon métier. Donc, pour faire le déroulé, c'est un peu à ce moment-là que je me suis dit, bon, il y a mon métier qui me dit pas trop. Dans la boîte, je suis un peu dans un type de management à la papa, à l'ancienne, un mix entre macho et toxique. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est pas vraiment ce que j'imaginais pour ma carrière dans la com. Puis Et surtout, j'imagine que tu avais un petit peu le rôle de stagiaire, c'est ça, à tes débuts? Alors, bah, c'était pas pourtant, même pas, forcément... j'ai été embauchée directement en CDI. Oui, Mais dans le rôle, on peut dire ça, ouais. d'accord. Ouais, j'étais même pas passée par la phase, ce qui n'est pas non plus une raison, la phase stage ou Oui, stage photocopie, quoi. alternance. Voilà. Mais non, malgré tout, ça n'avait pas trop marché. Et du coup, voilà, bah, j'étais un petit peu le moral dans les chaussettes Il y et a de je me quoi, oui. retrouvais pas trop dans ce que je faisais, quoi. Donc, et pourtant, à côté, j'étais assez active. Bah, je m'étais découverte mon âme écolo, etc. à Oui, ce moment-là. Donc, j'étais hyper active dans des assos. Et des assos autant dans l'humanitaire que dans l'écologie. d'accord. Et je me suis dit, bon, bah, ok, j'ai 25 ans, c'est pas trop ce que j'attendais de ma vie pro. Il doit sans Le doute monde du exister travail. quelque chose d'autre ailleurs où Oui, oui. bah, tous mes intérêts écolos et sociaux puissent être un peu plus nourris, quoi. Et puis un métier un peu plus valorisé. Donc voilà dans les grandes lignes comment je me suis retrouvée, bah, plutôt que D'accord. de me lancer en freelance, à quitter mon taf surtout. Oui. Alors, tu as démissionné alors. Je me suis battue pour avoir une rupture conventionnelle pour avoir quand même la D'accord. sécurité du chômage, parce que je suis restée plus de 2 ans. Et, D'accord, oui. et à la suite, du coup, bah, pendant mes mois off, j'ai réfléchi, j'ai rencontré du monde, et puis je me suis retrouvée balancée dans le monde du freelancing à la découverte de la micro-entreprise. Oui, j'imagine le parcours. Et alors, qu'est-ce qui t'a en fait décidé à accompagner uniquement des entreprises qui sont dans le domaine de l'impact?
Bah, déjà, il y avait le fait que dans les associations que je suivais, j'avais ressenti que j'étais d'un coup beaucoup plus motivée quand il s'agissait de sujets de sens et d'impact Ouais, pour travailler à l'époque même où j'étais en burn-out. Ma vie associative me montrait qu'en fait, j'avais pas perdu toute mon énergie, c'était juste que je devais pas la focaliser au bon endroit en fait. Donc, je me suis dit que si je devais continuer de faire de la communication, pour me réconcilier avec le métier, il fallait que je le fasse pour mettre en lumière des boîtes qui me tenaient à cœur et que ça me motive en fait. Donc, c'était c'était vraiment personnel à ce niveau-là. Euh, et puis le fait de me dire que, enfin, ça fait un parallèle, mais en freelance, je puisse accompagner plusieurs projets à la fois, j'avais aussi le sentiment que ça pourrait me permettre de décupler oui, l'impact que je pourrais d'accord, avoir, quoi. d'accord. Ouais. Et en termes, alors du coup, j'imagine de prospection, peut-être. Est-ce que c'est plutôt facile d'aller vers ces entreprises? Est-ce qu'elles sont à l'écoute, justement? Est-ce qu'elles ont été à l'écoute de ta démarche? Bah, écoute, de ma propre expérience, ça a été plutôt facile. Alors, je ne sais pas si on peut dire facile, c'est juste que comme j'étais en train de me former à la prospection et à la communication LinkedIn, puisque j'ai eu cette phase de transition, Ouais, où quand même je me suis formée à ce métier qui est beaucoup plus spécifique que ce que je faisais avant. J'ai testé un petit peu ce que j'apprenais sur ma propre entreprise, donc il n'y a rien qui est tombé comme ça tout cru. Mais comme j'avais pris la décision de travailler uniquement avec ces entreprises-là, ma prospection et ma communication étaient très, très orientées. Et je pense que là, ça m'a facilité la tâche plutôt que de commencer en étant hyper vaste dans ces recherches, d'être focus comme ça sur un type un peu niche à l'époque encore oui, de clientèle. Ça m'a permis tout de suite que dès un ou deux clients que j'avais, on me donne ce label de freelance qui bosse avec les boîtes à impact. Et du coup, ça a été plus simple d'en trouver d'autres, puisqu'ils se disaient, ils trouvaient ça chouette que je me concentre uniquement sur ces entreprises. Ils trouvaient du coup que j'étais assez transparente et vraiment engagée. Et du coup, ça m'a permis de plus rapidement avoir plus de clients, puisqu'ils me recommandaient vachement. Donc à ce niveau-là, voilà, mais c'était vraiment le fruit au début d'un travail de prospection assez intense, mais très ciblé, quoi. oui, j'imagine. Et alors, c'est vrai que ça t'a donné une certaine crédibilité, alors justement de rester dans ce domaine-là et de pouvoir être recommandé par la suite par d'autres ex-clients. Bah, c'est vrai que j'ai essayé de faire un mix en fait de prospection vraiment ciblée, donc découverte d'un réseau que je n'avais pas du tout, puisque je connaissais pas vraiment, à part les quelques assos dans lesquels j'étais bénévole, mais qui n'étaient pas forcément à même de me donner du travail. Je n'avais pas de contact dans l'écosystème à impact. Du coup, de coupler cette prospection avec aussi une communication régulière sur ces sujets, bah, petit à petit, ça m'a créé une sorte de crédibilité entre, un, avec la prospection, le bouche à oreille, et mon réseau Ouais. qui s'étendait, voilà. Et deuxièmement, plus largement avec autant les freelances que les entrepreneurs à impact sur LinkedIn grâce à ma com. Bah, l'un et l'autre, ça a fait que petit à petit, j'étais un peu plus perçue comme experte sur mes sujets. Voilà. D'accord. Et alors justement, je me permets de rebondir sur ce que tu dis par rapport à ça. Est-ce que tu as travaillé ton personal branding justement sur LinkedIn pour exposer ton expertise par rapport à ce sujet? Bah, oui, je pense que c'est une étape un peu incontournable. Je voulais pas justement commencer à me donner, enfin comment dire, à commencer à faire plein de choses, du blogging, du LinkedIn, Ouais, du YouTube, je sais, pas, enfin Insta, etc., sans trop avoir une vision claire de où je voulais aller. J'étais plutôt adepte d'être assez minimaliste, et je pense que pour ça, avoir une stratégie de personal branding, c'est super important puisque du coup euh, tu te donnes une ou plusieurs cibles, tu essaies vraiment d'avoir des axes de communication très précis, des thématiques. Et du coup, c'est ouais. plus simple d'émerger on est identifié sur deux ou trois sujets qui te plaisent et qui plaisent à ta cible. Et du coup, ouais, j'ai fait ce petit travail-là, mais finalement qui est un travail un peu de stratégie éditoriale, marketing, que j'avais fait mes études là-dedans, donc je m'y suis vite retrouvée. Et puis surtout un travail du quotidien aussi, j'imagine, parce il faut être présent tous les jours. Ah oui, alors là, c'était la partie stratégie, ce que tu fais en amont pour réfléchir où Ouais, est-ce que tu veux aller, ton cap, ta personnalité un petit peu en ligne, ce que tu vas essayer de faire ressortir, ton ton, etc. Mais après, ça, c'est une première partie très importante, mais après, il ouais, faut s'y tenir.
en 2 ans et demi, c'est sûr que je suis passée par des phases où tu as plus ou moins de motivation, plus ou moins de créativité, plus ou moins Forcément. l'envie aussi. Mais c'est vraiment sur le long terme que ça se joue. C'est pas sur. Enfin, il faut vraiment être régulier sur le long terme. Après, si de temps en temps tu prends 1 ou 2 semaines de vacances, c'est pas la fin du monde non plus. Mais il faut quand même être régulier, quoi. Mm. D'accord, d'accord. Et alors, ce que je voulais te demander, c'est quels sont les défis que tu as dû relever en commençant le freelancing? Il y en a plein. Franchement, le freelancing, c'est vraiment un exercice, enfin, l'entrepreneuriat, je pense en général, pour vraiment sortir des sentiers battus et sortir Ouais, de sa zone de confort. Après, ça permet de se développer super vite. Enfin, c'est presque du développement perso, quoi. Euh, mais je dirais que déjà, le tout premier au début, plus difficile, c'était de sortir de mes habitudes de salarié, en fait. ouais, Euh, pour des trucs tout bêtes, mais par exemple, le fait qu'on a l'habitude de travailler sur des horaires 9h-17h, par exemple, ouais. ou voilà, ça, par exemple, c'est difficile de s'en sortir, de se dire, OK, mais qu'est-ce qui me convient à moi? Où est-ce que j'ai mon énergie, etc. Et dans l'autre sens, du coup, s'il y a des moments où tu bosses pas, ne bosses pas activement, on va dire que tu n'es pas devant ton ordi, et réussir à pas culpabiliser, parce que quand on est en plein lancement, on a tendance à un peu se cramer, puisqu'on a envie enfin, on a plein de choses à faire, très variées, et du coup, c'est difficile de pas culpabiliser, mais c'est nécessaire de prendre des temps de pause, puisque sinon, le projet, il meurt Ouais. dans l'œuf, quoi. Et alors justement, par rapport à ce que tu dis, pour ne pas s'éparpiller, est-ce que tu as Alors qu'est-ce que tu fais concrètement toi justement pour pas t'éparpiller par rapport à ça? Bah, par rapport à ça, je pense que ça revient aussi à l'aspect minimaliste que je mentionnais tout à D'accord. l'heure. J'essayais toujours de me dire, OK, on va commencer par mettre une brique ici, une brique ici. Par exemple, typiquement, sur quels réseaux sociaux je dois être présente. Bon, Ouais. bah, je vais commencer par un réseau social. Je vais essayer d'être régulière, je vais avoir ma stratégie. Et si ça marche, si cette brique, elle devient, comment dire, solide, là, peut-être que j'envisagerai d'autres choses. Mais j'essayais D'accord. vraiment de garder cet état d'esprit dans tout, c'est-à-dire un client après l'autre, une étape après l'autre, pour pas essayer de tout faire en même temps. C'est plus simple à dire qu'à Qu'à faire, faire. mais Oui. ouais, je trouve que ça, c'était assez important. Et aussi se dire que il y a cette règle, tu sais, cette loi de Pareto, la 80-20. Ouais. Ben, oui. 20% de ce que tu fais égale 80% des résultats. 100% des C'est-à-dire que résultats. 80% de ce que tu fais ne font que 20% des résultats. Donc, essayer en permanence, en fait, de se dire, OK, j'ai fait telle action, j'ai fait tel truc, je documente, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et bah, ce qui n'est pas essentiel, en fait, régulièrement, je le vire, quoi. Et ça, D'accord. c'est Oui, un travail de c'est tous les plus jours. cool. Oui, oui, j'imagine. Oui, oui. Parce que c'est vrai que quand on se lance, on a tendance peut-être aussi un petit peu à vouloir tout faire parce qu'on veut absolument réussir ce projet de freelancing. Et c'est pas la bonne chose à faire, en tout cas, si on veut y voir clair à la fin de la journée. Parce que si on fait un petit peu de tout, comme tu disais tout à l'heure, on va pas forcément voir les résultats Ouais. de ce qu'on réussit éventuellement sur telle ou telle tâche. Donc, il faut rester focus sur, sur ce qu'on fait, sur une tâche bien précise éventuellement, et puis enfin, constater les avancées pour ensuite Ouais. éventuellement passer à autre chose plus Mais tard. ce que tu dis là, enfin, constater un peu de prendre du recul, en fait, c'est hyper difficile parce que quand tu démarres, tu Oui. es, tout seul, tu es dans ta Alors, bulle t'as la tête dans le et guidon et tu as voilà, la c'est tête dans très le dur guidon. Mais ça m'amène à un deuxième défi qui était vraiment de se retrouver projeté en freelance et d'être seul, en fait, d'un coup. Oui, Euh, Moi, j'ai un tempérament à qui ça convient très bien, mais ça n'empêche que j'ai besoin quand même, pour être stimulé et pour prendre du recul, comme tu dis, d'avoir je sais pas, des avis extérieurs, de parler de ce que je fais, etc. Et la solitude, c'était un des trucs où tout de suite, je me suis dit, OK, je vais être seule, donc il faut que je mette en place des trucs pour avoir quand même un entourage, même si ce n'est ouais. que virtuel, puisque quand je me suis lancée, c'était le premier confinement, donc je savais que j'allais pas rencontrer du D'accord. monde Oui, oui, comme forcément. ça. Mais quand même, j'ai rejoint des collectifs associatifs D'accord. et autres virtuels. Euh, je fais encore partie aujourd'hui de plein de collectifs, comme l'association dans laquelle je me suis lancée au tout début, enfin le collectif de freelance et de TPE We Act for Us, qui m'a D'accord. vraiment, enfin que je suis depuis les débuts.
Mais il y a aussi d'autres collectifs comme Marketing Flow, qui est Ok. je ne sais pas si Oui, ça te parle, oui, oui. ouais, une plateforme de marketing pour les marketeurs Oui. Marketeur, engagés. Et puis après, il y a plein d'autres moyens d'avoir des collectifs. Typiquement, moi, je suis dans une mutuelle qui s'appelle, pour les indépendants, qui s'appelle WeMind. Et il y oui. a une Oui, oui. super communauté derrière où aussi, de temps en temps, on s'échange des messages, etc. Mais Oui, c'est hyper super, un des important. partenaires de WeMind, justement. Donc, Oui, je je fais vous ai bien d'en vu parler. Oui, dans les packs pour les freelances. Mais c'est autant de possibilités, de portes, en fait, pour essayer de trouver oui, un petit peu ta petite équipe. Et puis même, je dirais même plus loin que de rejoindre des collectifs, parce que tu peux être dans plein de collectifs, mais il y a tellement de gens qu'en fait, c'est pas une présence non plus hyper intense et tout, qu'il faut quand même aussi un peu se dire qu'on essaie de créer une bande de copains plus proches, où là, ça va être juste quelques personnes avec lesquelles tu peux vraiment échanger au quotidien, échanger, oui. voilà, être plus proche dans ce que tu fais, dans tes valeurs, etc. Et ça, c'est clé, on le fait jamais assez. Mais avoir quelques personnes comme ça sur lesquelles t'appuyer, ça te permet de prendre vachement de recul. Donc, Et puis, il peut peut-être y avoir aussi des projets qui émergent, j'imagine, ah de bah ces rencontres oui, dans les collectifs. bah, il y a de tout. C'est vrai que tu peux plus facilement te recommander entre Oui, freelance. Donc même si tu travailles pas ensemble, d'avoir un peu une vue sur des potes freelance un petit peu dans plusieurs secteurs d'activité, tu peux facilement les recommander. Eux, ils peuvent te recommander. Si tu es sur le même métier, c'est génial aussi parce que quand tu n'as plus de place, bah, tu peux facilement rediriger et tu connais la rediriger, qualité de la personne en face. Il y a, y a franchement que des avantages à se créer un réseau. Enfin, le réseau, quand tu es freelance, très important, oui. c'est un peu clé, quoi. Oui, Oui, oui. oui. Ouais. Donc, Et, et je voulais te demander, alors, quelles sont les ressources qui t'ont aidé dans tes débuts de freelance? bah, quand j'ai démarré, quand j'avais pas encore tout ce réseau-là, donc il y avait quand même du coup cette partie réseau de pairs, un entourage, puisque enfin, c'est pas peut-être pas le cas pour tout le monde, mais moi dans mes amis et ma famille, il n'y avait pas de freelance, il n'y avait même pas Oui, d'entrepreneurs. Donc j'avais vraiment besoin de créer un petit noyau dur de personnes qui puissent me permettre euh, d'avancer plus vite et me donner leur avis, parce qu'ils ont peut-être plus d'expérience, des conseils vraiment pertinents, beaucoup plus pertinents que de passer des heures à rechercher des trucs sur Internet. Quand tu sais oui, demander à la bonne personne, paf, tu as ta oui, réponse, j'ai la voilà, réponse. c'est fait, t'avances. Mais il y a aussi plein d'autres trucs, je pense notamment tous les podcasts qui existent Oui, sur le freelancing qui m'ont beaucoup aidé au démarrage pour rentrer dans ce monde-là qui m'était complètement inconnu. Je pense au podcast d'Alexis Minchella, d'accord. qui a sorti un bouquin qui s'appelle, euh, je crois que s'il s'appelle Freelance, le jeu dont vous êtes le héros, qui Ok. reprend vraiment, lui, après des centaines d'épisodes de podcast, tout ce qu'il a Ouais. appris sur comment créer son activité indé. Donc, son podcast s'appelle Tribu Indé d'ailleurs. Donc voilà, lui, il m'avait vraiment beaucoup aidé. Il y avait Young, Wild and Freelance aussi à l'époque. Je parle d'il y a Ok. 2 ans et demi parce qu'entre-temps, en Oui, fait, ils existent encore, mais il y a eu beaucoup d'autres il y a beaucoup de, podcasts qui se sont lancés. j'imagine, oui. Mais en général, il y a plein de podcasts. J'écoutais aussi beaucoup The Bee Boost d'Aline. Euh, en, en québécois, au Québec, j'écoutais Geneviève Gauvin aussi. J'essayais d'écouter aussi des D'accord. femmes pour plus pouvoir me projeter aussi parce qu'il y a vraiment cet aspect dans le freelancing. Enfin, c'était Oui. aussi un des défis que j'ai eu, c'est de se faire une place Oui, en en tant tant que que femme et de femme. prendre confiance, ouais, suite à des expériences en plus un petit peu toxiques, mais en général, avec le fait qu'on a beaucoup plus de mal à se positionner en tant qu'experte, à prendre de la place, Oui. à se positionner là-dessus, je trouvais ça important d'avoir des ressources de femmes pour aussi apprendre sur cet aspect-là, quoi. Et Donc alors, voilà, des justement, bouquins, des podcasts. oui. Et justement, alors, est-ce que tu trouves que c'est difficile? Est-ce que c'est plus difficile pour une femme de s'affirmer en tant que freelance euh, ou pas? Je dirais que c'est un peu partout pareil. Enfin, c'est pareil que dans le salariat, en fait. C'est le même problème de D'accord. trouver sa place, d'avoir des opportunités similaires, etc. Et c'est aussi tout ce qui est... on doit faire plus d'efforts pour avoir une posture qui fait qu'on est expert. Et en fait, c'est tout bête, mais il y a même des choses... Enfin, si tu regardes les profils LinkedIn, une fois, j'avais fait l'exercice pour un métier similaire, par Oui. exemple, de community manager ou de personnes qui écrivent les posts LinkedIn, etc.
les femmes vont s'intituler autrement, là où les hommes vont avoir plus de facilité. Bien sûr, je ne fais pas de généralité, hein, je parle voilà, dans Oui, les oui, grandes lignes, mais vont plus facilement se dire, par exemple, expert LinkedIn, alors que sur d'accord, des profils de femmes, on va plus souvent se retrouver sur du community manager LinkedIn. Et tout de suite, en d'accord. fait, dans le positionnement, ça donne pas le même, ça donne pas la même impression, puisqu'on va attendre plus longtemps de se sentir vraiment experte pour oser mettre certains mots Oui, sur notre activité. On va toujours se dire que on n'en sait pas assez, etc. Des questions que les hommes se posent un peu moins. Euh, voilà. Donc, je trouve que là-dessus, mais c'est tout comme dans le salariat, quoi. oui, d'accord. Et C'est une alors autre loi justement, de la jungle. oui, exactement. Alors, par rapport à ça, est-ce que c'est vrai que sur LinkedIn, je pense qu'il y en a à foison, des experts. Est-ce que le fait que ce mot soit utilisé à toutes les sauces, peu importe le domaine, est-ce que ça porte pas justement préjudice aux vrais experts dans leur domaine Bah, respectif? je pense qu'on a tous un peu des visions différentes de ce que c'est qu'un un vrai expert, de ce que ça veut Un dire, parce expert. que du coup, c'est vrai que quand on s'auto-proclame quelque chose, Ouais, généralement, ça peut tout et rien dire. Donc, effectivement, je pense que les gens sont méfiants sur ces titres. Après, ta jauge de crédibilité, elle vient pas que d'un titre sur LinkedIn. Moi, j'essaie de faire en sorte que, de par mes contenus, de par ce que je propose, ouais. etc., les gens puissent se nourrir et puissent constater d'eux-mêmes euh, La valeur ma ajoutée valeur que tu ajoutée, apportes, ouais, voilà, exactement, par des prises de parole, par des contenus, etc. Et puis aussi laisser parler tes clients eux-mêmes, en fait. ouais, C'est hyper important. Moi, par exemple, je prends soin de ma page, enfin, de la partie témoignage en bas de mon profil témoignage, ouais, LinkedIn. Il n'y a personne de mieux que tes clients pour parler avec leurs propres mots de ce que tu as fait pour eux. Et du coup, là, bah, tu t'enlèves de ce truc de t'auto-proclamer quelque chose et tu laisses les ouais. gens juger par eux-mêmes de ça. Et ça marche un peu mieux, généralement. Oui, oui, bah c'est vrai que du coup là, en l'occurrence, c'est mieux que ce soit les clients qui te déclarent expert plutôt que partir sur l'expertise dès le départ sans avoir Oui, parce qu'après, le on peut vite retour se de. brûler, quoi. Ouais, il y a des retours de flamme. Oui, j'imagine qu'il y en a forcément si on s'autoproclame et que par derrière, en l'occurrence, s'il y a une personne qui poste un témoignage et qui peut être éventuellement négatif, ça risque de porter préjudice. Donc, dès la première mission, et Ah, je pense que c'est peut-être puis pas la bonne chose à faire, en tout cas, de s'autoproclamer. ça peut marcher sur du court terme, mais comme beaucoup de freelance, moi je suis là pour le long terme. Le Et long du coup, terme. de cramer comme ça des cartouches, ça peut Ouais, fonctionner à un instant T, mais après, on a quand même envie que nos clients, ils nous recommandent, potentiellement, ils retravaillent avec nous. Donc, c'est toute une posture à avoir de montrer ce qu'on fait avec transparence. Et du coup, en fait, expert, ça veut tout et rien dire, puisque aussi on pourrait. Enfin, moi, je fais beaucoup de build-in public, c'est-à-dire que quand ouais, j'apprends des choses, je le partage et en fait, tu partages. on grandit ensemble, on apprend des choses ensemble, et du coup, il n'y a pas moins cette relation de se positionner en tant qu'expert et toi, tu connais rien. C'est tout gagnant parce que du coup, ils voient ce que j'apprends, ils sont, ils sont contents que je le partage, et en même temps, quand tu expliques tout ce que tu fais à quelqu'un, généralement, il va pas se dire, ah bah je vais lui piquer, je vais le faire à sa place. Il va Ouais. surtout se dire, de mon expérience, ah oui, mais c'est tout ça qu'il faut faire. Bah du coup, si je sais que toi tu sais le faire et que tu le feras pour moi, ben go quoi. Et Donc surtout, voilà, si tu le fais bien, oui, voilà. forcément, voilà, tu peux avoir des belles expériences comme ça. C'est vrai que, euh, alors je sais pas, cette notion justement que tu évoquais, là, le fait de partager en fait le savoir, il y a souvent des personnes enfin, qui se disent, ben, il n'y a pas vraiment de raison à ce que je partage une information, du savoir, etc. Et d'avoir cette démarche, je trouve que ça reste noble parce que tu vas rien demander en échange et tu fais grandir vraiment tout le monde avec toi à travers cette démarche. Oui, mais en fait, c'est pas, on a peur qu'on nous prenne quelque chose. Ouais, En réalité, plus la personne est informée, plus aussi elle va être capable de valoriser ce que tu fais. Et puis, il y a aussi plein de personnes qui n'ont pas forcément typiquement les moyens aujourd'hui, ou qui les auront peut-être pas, mais tu vois, de se payer certains services et qui ont quand même ouais, besoin d'apprendre. Moi, j'ai appris grâce à beaucoup de contenu gratuit. C'est des personnes,
Si un jour j'ai besoin, enfin les personnes qui partageaient ces contenus, si un jour j'ai besoin d'une expertise dont, dont ils font des services, etc., mais ils restent quand même en top of mind dans ma tête, puisqu'ils m'ont tellement aidé à une période que c'est sur Ouais. du long terme, quoi. Euh, Puis voilà, c'est pour aussi renvoyer l'ascenseur de tous les contenus incroyables qu'on a aujourd'hui dans gratuit. Oui, C'est- on n'y pense pas toujours, mais il y a la possibilité de se, alors pas forcément de devenir expert, comme on disait juste avant, mais c'est vrai que par exemple sur YouTube ou alors sur d'autres plateformes, on trouve énormément de contenu. Alors ça prend du temps, hein, bien évidemment, d'aller potasser tout ça, mais le fait que ce soit gratuit, ça reste quand même une opportunité exceptionnelle pour se former ou s'informer sur certains sujets qu'on ne maîtrise pas forcément et éventuellement faire appel ensuite à des personnes qui sont plus aguerries sur le sujet et qui peuvent nous aider à avancer ou à progresser ou éventuellement à collaborer, ce que je disais tout à l'heure sur pendant ces rencontres de collectif éventuellement, ça peut être intéressant. Et la question que je voulais te poser, la question suivante, c'était alors quels sont les avantages pour toi d'être freelance? Alors pour ton cas personnel, hein, bien évidemment, dans la vie de tous les jours. Ouais, c'est comme les défis, il y en a plein. Dans les premiers, quand même, moi, mon objectif, quand je me suis décidée à me lancer en freelance et à pas rechercher forcément un job salarié, il y avait vraiment le côté classique, gérer mon temps, enfin, Mmh. travailler quand je veux, où je veux. Ce qui ne veut pas dire se dorer la pilule Oui, toute j'imagine. la journée sur une plage, pas du tout. C'était vraiment plutôt pouvoir vraiment arrêter d'avoir ce truc de vie pro maintenant, vie perso là, et de me dire, ben, si ma grand-mère est malade, en fait, je peux aller la voir en milieu de semaine, je bosserai de là-bas, je pourrais être là pour elle. Vraiment pouvoir imbriquer euh, ces deux aspects de ma vie avec plus de flexibilité pour ne plus être dans des sortes de silos comme ça, où si je suis au travail, ben, Ouais. je ne peux pas bouger, etc. Sachant que comme je me suis lancée au premier confinement, il n'y avait pas encore eu cette démocratisation du télétravail quand j'étais salariée. Donc il y avait vraiment ça. Euh, mais il y a plein d'autres avantages. Typiquement, il y avait aussi le côté de me dire, bah, je vais vraiment être maître de ma carrière, de son évolution. C'est-à-dire que si demain, c'est une flexibilité aussi, si demain, j'ai plus trop envie de faire ça, et ben en fait, je pourrais faire autre chose. Et puis pas forcément devoir passer du tout au tout. C'est-à-dire que je peux tester quelque chose, si ça me plaît, ce nouveau service, etc., je continue de faire mes missions à côté, puis je développe par exemple une formation, je sais pas. Je peux Ouais. faire un petit peu les deux, et puis hop, quand je veux transitionner, je peux transitionner. Si ça marche pas, j'aurais testé, ça marche pas. Mais ce côté évolutif, beaucoup plus rapide que devoir jongler de poste en poste dans le salariat. Et sinon, bah, il y avait un avantage pour moi certain, c'était que bah, je me suis rendu compte en étant freelance, mais je le savais déjà un petit peu avant, que j'étais pas faite pour travailler tous les jours en Ouais. open space avec du monde. Ouais. Pas du tout. Que c'était pas du tout mon plein potentiel de travail. Et j'avais l'impression que je devais m'adapter à ce mode de travail. Je le vivais mal. Et en fait, d'un coup, j'ai soufflé en devenant freelance en mode je peux bosser, je peux être toute seule toute la journée. C'est quelque chose qui me convient. En fait, Ouais. je revis, quoi. Je perds tellement moins d'énergie enfin, ouais, d'être à Dans un les endroit où j'ai pas transports, forcément envie, dans les transports, parler à des personnes, etc. Ça veut pas dire que je parle à personne du tout, mais ça veut dire que je oui, oui. choisis. En fait, je choisis quand je suis en mode social, quand je suis en mode boulot. Au boulot, J'arrête de ouais. me faire tout le temps interrompre. Ah tiens, tu ne peux pas me préparer ça pour demain. Ah tiens, non, non, c'est bon, je gère mon temps. Et avec ça, je gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Oui, puis surtout à 17h, 17h01, quand on te demande un dossier pour Oui, 19h, alors c'est un petit peu compliqué de dire oui. Mais je trouve ouais, intéressant ce que tu as dit, par exemple, avec l'exemple sur avec ta grand-mère. Et c'est vrai que souvent, quand on est dans le monde du travail, c'est pas toujours évident euh, de faire passer, par exemple, sa vie personnelle euh, avant le travail, mm, concrètement, et de dire, bah, si par exemple une personne de ma famille est malade ou si je suis moi-même malade, est-ce que je suis vraiment obligé de venir au travail pour ouais. contaminer tout le monde ou est-ce que je suis vraiment obligé de venir au travail parce que vous me laissez pas trop le choix finalement Bah oui. et c'est vrai que c'est un petit peu dommage, bien évidemment, et du coup là le freelancing te permet le choix est vite fait. De le faire, mais en fait, c'est dingue parce que moi, je le vivais à l'époque salariée vraiment comme un manque de confiance énorme. Moi, je Oui, sais
que si je me déplace pour aller quelque part, par exemple, si un proche est malade ou quoi, je suis grande, je suis indépendante, j'ai envie de contribuer, de faire mon travail, je le ferai. Et du coup, le fait de devoir se dire, bah non, je peux pas puisque je dois demander à quelqu'un qui doit me valider et toujours être dans cette posture de demander Oui, à l'être décideur suprême, ça te casse beaucoup, je trouve, dans ta confiance parce que tu dis, bah, tu penses pas que j'en suis capable en fait. Et je trouvais ça dommage à l'époque, alors que là, maintenant, c'est liberté. oui, c'est la liberté. Ouais. Il y a d'autres contraintes, hein, bien sûr, c'est pas les Oui, mêmes, oui, forcément. mais voilà. Et, Forcément, oui. il y avait deux autres trucs que je trouve super chouettes en freelance, aussi enfin, ça correspond un peu à la partie carrière, mais il y a aussi le fait que pour mon métier que je faisais avant, qui était chargé de communication, si j'avais voulu mieux gagner ma vie, c'est pas des métiers qui sont hyper bien payés en début de carrière. Si j'avais Oui, voulu mieux gagner ma vie, ça voulait forcément dire plus bosser, devenir manager, devenir directrice com, directrice marketing, etc. Et là, on parle enfin, le peu de supérieur que j'ai eu à ces postes-là, de travailler comme un dingue, en fait, entre la com, l'événementiel, le truc, le machin, et les urgences. Et en fait, d'être freelance, ça m'a permis d'enlever ce truc où moi, j'avais pas forcément envie de travailler plus ni de manager des personnes et de quand même être mieux rémunéré que dans le salariat. Donc d'avoir le salaire qui correspond à mon mode de vie aujourd'hui. Euh, Ce que j'aurais pas pu atteindre sans me cramer en oui. salarié, quoi. En salarié, en vrai Ouais. salarié. Donc Et alors, ça, c'est super important. et alors justement, par rapport à ce que tu dis sur le fait de demander à son employeur la permission, est-ce que tu as l'impression, en tant que freelance, quand tu commences, il y a cette notion aussi avec les clients euh, par rapport à une mission? Est-ce que ça t'est arrivé ou est-ce que c'est arrivé à des personnes autour de toi qui sont freelance? Tu veux dire d'avoir le sentiment que ton client est ton nouveau patron? Voilà, oui. Ouais. Euh, Bah écoute, au début, je me suis dit ça va être compliqué si ça marche comme ça, puisque du coup, j'ai toujours quatre cinq clients en parallèle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, j'ai 5 patrons en même temps, Oui, ça va pas être jouable. ça peut être Donc, chose. donc en fait, bah forcément, au début, je trouvais mes marques, donc j'ai fait quelques petits. J'ai bossé parfois avec des personnes avec lesquelles ça n'a pas super bien fonctionné à ce niveau-là. Puis j'ai appris petit à petit à me dire, OK, ça veut dire que je dois dire dès le départ comment je fonctionne, etc. Comme ça, c'est un peu Oui, à prendre ou à laisser. On en avait déjà parlé tous les deux, mais il y a vraiment ce côté de montrer direct, en fait, si on va travailler ensemble, là, on se parle par exemple en échange découverte, on appelle découverte. Si on va bosser ensemble, moi, je bosse de cette manière-là. Euh, je travaille pas le soir, je travaille pas les week-ends, ça pourrait être ça. C'est un petit peu ta charte oui. personnelle de comment tu bosses. Oui, tes Et si conditions. tu, oui, tes conditions en fait de travail. Euh, on parle ensemble, si tu veux qu'on discute, on peut parler en asynchrone et sinon on prend un rendez-vous. Il n'y a pas de tu m'appelles comme ça en milieu de matinée alors que c'est pas prévu, Oui, etc. Après, c'est ta propre liste. Et de dire ça dès le départ, c'est un peu un double impact. Donc déjà, si la personne, elle se dit, oh là là, oui. moi c'est pas comme ça, moi j'ai besoin de quelqu'un qui soit un peu Qu'ils soient disponibles à mes H24. ordres, etc. On voit tout de suite que ça ne matche pas. Et puis, tout de suite, ça te met dans une posture plus de collaboration plutôt que personne qui Oui, subordonnée, subalterne, subordonnante, oui. je sais pas comment. Voilà, subalterne. Euh, et tout de suite, ça remet un petit peu les choses au niveau et ça te permet de direct instaurer un peu une ambiance qui est différente. Donc ça, je trouve que c'est hyper important. Mais ça m'est déjà arrivé de me faire bouffer par des clients, surtout au début. Et puis petit à petit, en Oui, fait, tu te dis, plus jamais, plus jamais. Ok, plus oui. jamais, mais il faut du coup que je mette des trucs en place pour réussir à les capter rapidement. Ah oui, elle est cadrée pour Avoir pas des que ça red flags. déborde. Oui, Ouais, oui, oui. ouais. Alors justement, par rapport à ce que tu dis, alors quels sont les red flags, hein, les drapeaux rouges, pour toi en tout cas, qui sont des alertes énormes par rapport au fait que tu pourras pas travailler avec ces personnes puisque ce qu'elles te demandent, ça sort vraiment de tes conditions, ou alors tu ne te vois pas faire ce genre de travail, de tâches pour eux. Du coup, je l'ai appris. C'était un petit peu. On avait préparé un petit peu une question sur ma pire bêtise en tant que freelance, ma pire erreur. Et Oui, et pour moi, voilà. c'était clairement ça. C'était d'accepter de bosser pour des personnes.
c'était toujours le même schéma. Enfin, ça m'est pas arrivé beaucoup de fois, mais ça m'est arrivé 2, 3 fois. C'est-à-dire que je fais un rendez-vous avec un prospect et je sens qu'il y a un truc que je peux pas m'expliquer, mais j'ai une petite intuition. Je me sens pas très. J'ai une mauvaise intuition. Je me dis, bon. Mais bon, je démarre, etc. Ou alors je suis un petit peu dans un creux et je me dis, bon, bah, allez, fais un effort. Tu sais même pas te Ouais. dire pourquoi c'est un peu off, pourquoi ça va pas. Prends-le quand même. Ça, voilà, c'est mon premier. Maintenant, c'est un red flag, mon intuition, mais à l'époque, je ne savais pas vraiment comment l'aborder, comment la croire. Aborder, oui. Et après, quand tu démarres, enfin, moi, dans ce cas-là, quand j'ai démarré des missions comme ça, c'était toujours les mêmes red flags, c'est-à-dire être sollicité en permanence et toujours avec un sentiment d'urgence, de devoir faire passer ce client avant les autres, typiquement, voilà, ce genre de choses. Te solliciter, t'appeler quand c'est pas prévu, t'écrire le soir, les week-ends, etc. Euh, Bizarrement, c'est toujours des personnes avec lesquelles j'avais des retards de paiement. Ah, d'accord. Oui. Donc il Bon, y avait tout alors cet là, aspect-là aussi où il fallait forcément que je relance. Enfin, j'étais vraiment dans, voilà, oui. dans une beaucoup de perte d'énergie en fait. Et à chaque moment que je bossais pour elle, quand c'était ces sujets, je me sentais un peu drainée de mon énergie, pas motivée. Je perdais confiance en moi aussi. Euh, donc voilà, c'était ce côté pas sur un pied d'égalité. Et ça, maintenant, c'est mes red flags. Quand je commence à sentir, mais ça peut se jouer sur des mots, sur une manière de dire les choses, etc. J'essaie de capter ça parce que maintenant, je sais ce que ça veut dire. Euh, Quand je ferai la mission, ça voudra dire bah, Ouais. potentiellement retard de paiement, sollicitation, manque d'énergie, etc. Donc voilà un peu mes red flags, quoi. D'accord. Et j'ai trouvé Suivez votre intéressant intuition. de. Voilà, alors, j'allais revenir justement sur l'intuition, parce que c'est vrai que enfin, j'ai le sentiment, en tout cas personnellement, que beaucoup de personnes ne suivent pas leur intuition. Alors bien sûr, c'est pas forcément toujours très clair, parce que euh, ça peut être des situations, ça peut être enfin, tout un tas de choses qui émergent comme ça d'un coup, et puis tu sais pas vraiment comment est-ce que tu vas gérer ça. Et alors moi, je voudrais te parler de tes bonnes intuitions dans ton, Mm. dans ton activité de tous les jours, justement. Euh, enfin, comment est-ce que tu le vis et comment est-ce que tu les ressens, ces bonnes intuitions-là, où tu sais, par exemple, que quand tu vas, par exemple, prospecter un client et que, justement, la mission au début te paraît pas forcément enchantante, mais au final, bah, y a une intuition, justement, qui arrive comme ça Il y a quelque chose. et qui fait que, voilà, il y a une espèce de déclic. Bah, du coup, c'est un petit peu l'opposé de ce que je te disais tout à l'heure. Donc, souvent, ma mauvaise intuition, elle est, elle est, elle est reliée au fait que je vais être un peu drainée de mon énergie, que je vais me sentir Ouais, me renfermer un peu. À l'inverse, des fois, c'est le contraire. Donc, je vais avoir d'un coup, on va me parler d'un sujet ou d'un projet et je vais me sentir hyper motivée, hyper enjouée, même si sur le papier, ce serait pas forcément le truc le plus sexy. Mais en fait, moi, ouais, ça m'intéresse. Et souvent, c'est le cas avec euh, des projets en démarrage ou des choses qui n'existent pas encore. Pour mon cas, par exemple, euh, typiquement dans l'association We Act for Earth, dont je te parlais, le collectif ouais, de TPE et d'Indé engagés, il y avait tout un truc à faire autour de la communauté des membres. Et quand Florian, le président, est venu me voir en me disant, bah, est-ce que ça te dirait de créer la communauté et d'animer 2 événements par mois? Il y avait tout à faire sur les process, sur quel type d'événement, etc. Et là, tu vois, j'avais eu une super bonne énergie. Pourtant, c'était un sujet que je connaissais pas. Donc, je me suis formée sur le sujet, etc. Mais c'est ouais. quelque chose que je fais depuis presque 2 ans maintenant, en parallèle de mes services, tu vois. Et je m'éclate. Donc, mais pour autant, au début, sur le papier, j'aurais pu me dire, je sais pas faire. Ouais, il y a Ça quand va même me une prendre charge de du temps. travail, C'est une asso, donc je vais pas et être j'y payée connais comme un rien. service classique, Ouais, etc., etc. Et pour autant, j'ai découvert tout un monde, ce que me permet du coup de faire le freelancing, ce qu'on disait tout à l'heure, d'aller quelque part où en fait, t'es jamais allé. déjà, ouais. Et là, j'avais eu ce bon feeling et ça m'arrive régulièrement, euh, pas forcément pour des contrats, mais ça peut être pour des partenariats, ça peut être pour des Ouais. formations. C'est toujours le même truc, quoi. Cette petite étincelle. Oui, d'accord. Et alors, j'imagine, oui, enfin, puisque tu parles d'énergie, j'imagine, du coup, enfin, c'est fortement corrélé, en fait, hein, parce que c'est vrai que quand tu ressens bien la chose, donc tu es vraiment animé, hein, par Ouais. ce qu'on te présente. Et c'est vrai qu'à contrario, quand il y a ce fameux red flag, alors là, t'as pas du tout envie de bouger, hein, tu as envie de rester immobile et d'attendre
que le train passe. Donc c'est vrai que c'est intéressant de savoir les gérer aussi, du coup, Oui, bon, ces intuitions. après, honnêtement, ça se travaille. Enfin, c'est un peu comme un muscle, l'intuition, parce qu'au début, j'étais pas du tout capable de la suivre, puisque Mhm. j'avais pas assez confiance en moi, en mon offre, en ce que j'étais capable de faire en tant que freelance, pour me dire, allez, jette ce contrat, de toute façon, t'as pas la bonne intuition, t'attends le prochain. Quand t'as pas de client, clairement, c'est pas forcément, Ça enfin, reste compliqué, c'est oui. quasiment Ça reste impossible. Et en compliqué. fait, il faut aussi vivre les échecs, pas Oui, forcément oui. des échecs extrêmes, hein, on souhaite ça à personne, mais pour être capable de se dire et de se noter dans un coin, tu te souviens quand tu n'avais pas suivi ton intuition, moi c'est ce que je faisais. T'as pas Ah, suivi, oui. tac, 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 tel résultat. Prochaine fois Voilà, que tu tu as te une mets des mauvaise intuition, rappels tu pour. relis. C'est ça. Et, et à l'inverse, tu peux aussi avoir un super bon feeling, typiquement pour un projet en démarrage ou des projets qui vont pas forcément être très Mhm. rémunérateurs. Avoir cette étincelle et finalement, au bout de quelques mois, bah, tu te rends compte malheureusement que ça peut pas te permettre de vivre, par exemple. Bah là, Oui, il est quand même aussi utile de te remettre un peu sur ta charte de tes objectifs ou un peu ta liste et te dire, bon, bah, j'avais l'étincelle, mais soit j'essaie de trouver une autre solution, soit malheureusement, je ne pourrais pas continuer puisque il faut aussi que, enfin, mon service, c'est ma personne. Si j'ai pas le temps de faire d'autres choses ou de vivre, ben, c'est pas durable dans le temps. Ça, c'est encore plus difficile, mais d'où l'intérêt de oui. toujours un peu noter tes limites, en fait. Là où tu es prêt d'aller et les trucs sur lesquels tu pourras pas couper, malheureusement, l'argent en faisant partie quand on a un loyer à payer. Donc, Oui, oui, voilà. forcément, il y a Ouais, des charges du quotidien et puis après, la réalité ouais, refait très, très vite surface. Alors, c'est juste ce que clair. je voulais te demander, c'était, tu sais, quelles compétences tu as, euh, ou quelles nouvelles connaissances euh, tu as appris, en fait, en, en devenant freelance? Qu'est-ce qui a changé depuis, en fait, le jour où tu as commencé et maintenant? Donc, ça fait presque 2 ans et demi, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça fait deux Ouais. ans et demi déjà. Ça file. Et donc, en termes de compétences et de connaissances, est-ce que tu as remarqué une évolution par rapport à ça? Bah oui, ça fait, enfin, c'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir appris plus en 2 ans et demi que toutes les années auparavant, puisque ça avance tellement vite et tu as tellement de casquettes aussi que tu es obligé quand même Oui. d'être au courant de plein de choses différentes. Euh, la première, c'est vraiment la partie euh, savoir prioriser. J'ai vraiment appris à prioriser plutôt que de prendre les trucs au fil de l'eau, comme je pouvais faire, comme j'étais salariée, comme c'est pas moi qui décidais, entre guillemets, Oui. de ce que je devais faire. Là, quand tout d'un coup, c'est toi qui as la responsabilité, tu te dis, ah, ça va être génial, j'ai plus personne pour me dire ce que je dois faire, mais quand toi, tu as toutes les tâches et toutes les idées, tous les clients, si tu Tu sais dois pas quand même te dire ce qu'il prioriser, faut faire. ah oui, tu restes quand même ton propre patron et tes journées, Mhm. elles font que 24 heures. Donc, c'était un challenge et je pense que c'est devenu une compétence, du coup, de se dire, je priorise, ça peut être au quotidien même, à la semaine ou régulièrement, hop, tu te reposes et tu repriorises sur ce que tu dois faire principalement parce que sinon tu te retrouves à faire plein de micro-tâches qui finalement n'auront pas l'impact escompté et tu verras tes objectifs un peu au loin là Ouais. s'éloigner. Donc prioriser, et du coup ça revenait avec le fait d'être minimaliste aussi, de se dire que je capitalise sur ce qui fonctionne, et si les petits trucs d'à côté qui sont pas essentiels, je les fais pas, c'est pas grave, je me serais concentrée vraiment sur le cœur de, de mes tâches, quoi. Des Donc tâches, ouais, d'accord. il y avait ça, il y avait la partie prospection commerciale, donc à laquelle je me suis formée au début, mais sur laquelle au début, et je crois comme 95% des gens que je rencontre, était un aspect que j'aimais pas du tout, Mhm. que je connaissais peu. Et au final, en plus, quand tu bosses dans l'impact, c'est quelque chose ou sur lequel tu es encore plus frileux, puisque tu as l'impression que ça va venir à l'encontre des Ouais, valeurs que tu portes, des des valeurs valeurs. que les gens d'en face y portent. T'as pas envie d'être le vendeur avec ses gros sabots qui arrive, qui est hyper insistant, intrusif, qui vole tes données, enfin bref, tout cet aspect-là un peu, voilà. Mais ça, du coup, c'est une compétence que j'ai appris. Et puis, je l'ai fait à ma sauce. Enfin, j'ai appris aussi à le faire, à me dire, OK, bah, moi, si je prospecte, je veux le faire avec une manière avec laquelle je suis sereine, alignée. Donc, ça veut dire bah, mettre des choses un peu différentes en place, oser prospecter un petit peu différemment, de manière plus fluide, plus douce, plus dans l'écoute empathique, Ouais. etc., qui est une manière qui me correspond plus, du coup, qui fait que la prospection ne devient plus un cauchemar, puisqu'en fait, je sais que je le fais en étant OK avec la manière dont je le fais, quoi. Donc, Oui, alors pour toi, c'est plus une tâche lourde.
Non. Donc, tu as appris en fait enfin, ça t'a pris du temps, j'imagine, mais tu as appris, Bah oui, parce enfin, qu'au début, tu fais ce que tu apprends. oui, J'apprenais oui, des choses à faire et puis du coup, je teste. Et puis petit à petit, je me dis, ah, mais ça, bof, j'aime pas trop. Donc si je revoyais un petit peu, je sais pas, par exemple, la manière dont j'écris un mail, etc. Après, je me suis oui. énormément inspirée de ce qui existe déjà. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux le faire à ta manière malgré tout, quoi. Et Et surtout, puis c'est en faisant que tu apprends, quoi. oui, 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 forcément. Ouais, Et alors ouais. surtout ce que tu disais sur le fait que par rapport aux valeurs du coup de ces entreprises, euh, et puis c'est vrai en même temps que enfin, ce type d'entreprise-là ne vend pas comme vendent on va dire Les classiques. les entreprises classiques, voilà. Hein. Euh, alors j'imagine là aussi que tu t'en es rendu compte forcément au début parce que enfin, tu étais déjà imprégné de ces valeurs Mm. et avec le temps, tu t'es rendu compte aussi que la vente pouvait se faire différemment en étant un peu peut-être calqué sur les mêmes valeurs. Ça change les choses forcément parce que j'imagine qu'un commercial qui ne connaît absolument rien et qui voudrait absolument vendre quelque chose à une entreprise de ce type-là, il n'y arriverait pas. Bah oui. Oui, bah ça a clairement joué en ma faveur parce qu'on se comprenait très rapidement. Et c'est vrai que tu sais pas enfin, c'est quand même un univers dans lequel il y a beaucoup de greenwashing aussi. Donc il y a des personnes qui vont Oui, surfer sur la tendance. Euh, mais pour les gens qui sont réellement impliqués, ça se voit de plus en plus, ça se dénonce de plus en plus. Et du coup, tu te reconnais facilement quand tu vois que la personne, en fait, c'est une question d'alignement. Si tu as quelqu'un qui te parle en entretien prospect et qui va tenir le même discours sur ses réseaux, sur son site, mais aussi quand tu travailles avec elle, ou les gens que tu rencontres en commun qui vont te donner la même perception, si la personne en face se rend compte que tu es aligné sur tous ces points-là, bah, la confiance, elle se gagne comme ça aussi, tu vois. oui. Euh, on se reconnaît et tu as plein de moyens pour faire en sorte que la confiance, elle reste. Et ce qui, du coup, te permet d'avoir un avantage, c'est pas vraiment un avantage compétitif, c'est un avantage réel par rapport aux personnes qui pourraient faire un peu semblant, quoi. Mm. Oui. Et alors, par rapport au greenwashing, euh, j'aimerais te demander qu'est-ce que tu en penses? Parce que, alors, moi, à C'est titre mal. personnel, hein, oui, oui, alors là, c'est mal, forcément. Donc, mais alors, du coup, euh, on s'en rend pas forcément compte quand on n'a pas ces notions-là. Je le sais pour avoir justement un peu d'expérience dans l'impact. Et je me mets souvent à la place des personnes qui n'ont pas ces notions-là. Mm. Et je me dis, forcément, elles ne peuvent que tomber, on va dire, dans le panneau dans lequel on leur sert. Qu'est-ce que tu en penses et comment est-ce que toi, par exemple, contre ça, enfin, comment est-ce que tu contres ces discours-là? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, de contrer un discours de greenwashing? Bah, du coup, c'est vrai que le greenwashing a vraiment augmenté, ou pour autant, on le voit plus qu'avant aussi sans doute, mais maintenant que avoir comment dire, avoir bah, du zéro impact carbone, etc., sont devenues Oui. des choses tendances, etc., il y a beaucoup plus de monde qui commence à Une frôler le politique greenwashing, voire qui sont RSE, par exemple. carrément, voilà, les politiques RSE, etc., qui sont carrément dedans. Par contre, ce qui est vachement chouette, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont à fond dans la sensibilisation du consommateur sur ces greenwashing. Donc, tu vas avoir, par exemple, pour un réveil écologique, Ouais, euh, Paye ton influence, Perles de greenwashing, qui vont être des collectifs de ouais, citoyens ou d'étudiants pour un réveil écologique, etc., qui vont aller les épingler, faire des articles, faire des vidéos, etc., en montrant, vous voyez ça, bah, en fait, nous, on a fait le travail de recherche que nous, toi et moi, on n'a pas forcément le temps de faire. Et en fait, en réalité, il se passe ça. Donc, vous voyez bien que ça colle pas. Et en fait, à force de cette sensibilisation, ils éduquent en fait les personnes, tout à les chacun personnes. Ouais. gratuitement. Et puis petit à petit, on s'en rend compte. Typiquement, le mot greenwashing, il y a quelques années, il y avait plein de gens qui ne savaient pas vraiment ce que ça voulait dire. Maintenant, on a quand même conscience de ce que c'est et ça avance. Et du coup, bah, petit à petit, quand je vois par exemple, enfin moi aussi, ça fait partie de mon travail de sensibiliser sur d'autres enjeux, mais aussi sur cet enjeu-là, puisque c'est un enjeu de marketing, de pub et de com. Euh, c'est ouais, de sensibiliser, de montrer si un tel dit ça, en fait, derrière, il y a ça. Et pourquoi ça va pas, sans forcément pointer du doigt la personne qui a fait le truc, parce que, Ouais. mais vraiment dans un but éducatif. Et plus ce sera fait, ça,
moins ils se permettront, et plus aussi il y aura les lois qui vont bouger, mais les lois, elles bougent qu'après que l'opinion publique se soit pris un peu Ce du soit... sujet, quoi. Donc, Oui, voilà. Mais ça bouge. d'accord. Ça bouge grâce à des super collectifs qui font ça gratos, quoi. Donc, merci à Oui, eux. oui, c'est vrai que... Oui, bah, merci à eux. C'est vrai que ça reste quand même un travail important Ouais, surtout, je trouve, d'éducation, parce que justement, il y a ouais, le fait que les gens ne soient pas forcément bien informés sur ces sujets ou bien éduqués sur ces sujets-là. ouais. Forcément, ça permet à des discours qui sont complètement faux de passer comme étant écologique ou comme étant neutre, par exemple, sur du Oui, carbone. Donc, neutre. c'est vrai que ça reste quand même assez intéressant de voir que ces personnes-là font ça gracieusement. Donc, merci à elles. Et la question ensuite que je voulais te poser, c'était quels sont tes projets? Est-ce que tu as des projets actuellement dont tu peux nous parler? Oui, bah alors du coup, je peux pas, j'en ai déjà parlé de certains à demi-mot. Euh, du coup, j'ai la partie animation de communauté que je continue de faire avec le collectif We Act for Us. Ça, c'est un peu pour D'accord. les à côté. Ouais. Euh, je donne aussi des cours, des ateliers pour les incubés du XUP, qui est Ah, l'incubateur de d'accord. Polytechnique Paris. Donc ça, pareil, D'accord. c'est une sorte d'autre à côté, c'est un autre métier Ouais. auquel je me suis découvert, qui est de donner des ateliers et d'être plus dans l'éducatif. Et super Oui, la intéressant parce transmission. qu'en Ouais. plus, oui, voilà, la transmission. Et les dernières promos de cet incubateur étaient tournées aussi pas mal sur des projets Green Tech, D'accord. Blue Tech, etc. Donc en plus, ça me correspondait pas mal. C'est intéressant de devoir de devoir se mettre dans ce rôle-là. Euh, et puis après, par rapport aux clients que j'accompagne, donc en prenant la main sur leur profil LinkedIn, sur leur com LinkedIn, sur leur prospection, j'ai bossé avec des sujets franchement hyper variés. Je crois que j'ai jamais Ouais. recoupé deux secteurs quasiment, D'accord. à part le fait qu'ils sont tous dans l'impact. Oui, dans Euh, l'impact. voilà, donc typiquement aujourd'hui, je bosse pour un projet qui est dans la sobriété et la rénovation énergétique, donc D'accord. sujet A. Oui. Euh, je vais aussi bosser pour une boîte qui fait des télécoms pour les D'accord. professionnels de manière plus responsable, avec calcul de l'impact carbone, réduction, sensibilisation, etc. Donc, sujet B, là, comme Oui. ça. Et après, je bosse aussi avec une boîte qui aide les autres entreprises à se faire labelliser B Corp, à devenir société à mission. D'accord. Voilà, donc tu vois, c'est vraiment varié, quoi. Et par C'est le très passé, ça a varié. été aussi cabinet de recrutement responsable, tu vois, des choses qui n'ont rien à voir. Euh, Ceci dit, ils sont tous liés par l'impact et du coup, ils se nourrissent aussi. Ce qui est cool quand tu as une niche, c'est Oui. que ces projets se nourrissent aussi entre eux, puisque moi, ça m'arrive de les mettre en relation En parce relation? que du coup, ils peuvent s'apporter aussi des choses. Et ça, c'est génial par contre. Ça, c'est chouette. D'accord. Donc voilà. Et, et, et ce que tu disais par rapport à Bicorp, je sais que c'est très difficile de se faire labelliser. Est-ce que tu as en tête, euh, alors sans forcément citer de nom hein, ou sans faire de pub ou de mauvaise pub, est-ce que tu as en tête enfin, l'expérience par exemple d'une boîte qui était dans l'impact et qui n'a pas réussi à se faire labelliser Bicorp? Alors du coup, moi, en tant que tel, j'ai jamais bossé pour de Big Corp, je crois, de mémoire. D'accord? Par contre, plutôt de retour d'expérience de mon client qui est là-dedans, enfin, qui est là-dedans, ouais. Je sais qu'ils ont eu, eux, un client qui ne pouvait pas se labelliser, mais c'était pas à cause de leur score, c'était à cause de leurs statuts initiaux. En fait, Bicorp n'est D'accord. pas ouvert à tout type Oui, d'entreprise non plus. l'entreprise, oui. Donc voilà, mais après, non, j'ai pas d'histoire comme ça. Je sais que c'est difficile, et notamment à partir de 2024, parce que j'ai bossé sur des contenus pour eux là-dessus, il y a 10 nouvelles exigences euh, pour D'accord. devenir Bicorp. Donc, ils essaient vraiment d'avoir une vue plus globale sur l'impact de l'entreprise à large, pour être sûr qu'il y a au moins 10 sujets sur lesquels ils sont bons, puisque à l'heure actuelle, enfin, si tu Ouais. sais un petit peu comment ça marche, c'est un score.
Oui, c'est Mais un par score exemple, que tu as si t'es attribué. à fond sur un sujet et que tu as tous les points, ça veut dire que tu peux avoir bien moins de points Bien sur moins d'autres sur un sujets. autre, oui. Et du coup, ça peut créer quand même des boîtes qui vont être, par exemple, hyper impliquées dans l'écologie, mais pas du tout dans le social. Dans le Et du coup, social, ça ouais. crée un problème quand tu te dis Bicorp, tu es censé être du coup une entreprise validée sur ces points-là. Donc, ils sont en train d'améliorer le référentiel. Après, c'est bien Ouais. qu'ils deviennent de plus en plus difficiles. Ça oblige vraiment Oui, ça à oblige prendre en à compte tout. s'aligner sur le, Voilà. À voilà, changer sur ton le, business model, oui. voilà. Euh, À enfin, prendre moi, en je trouve compte ça en tout cas positif. Ouais. la Toutes les globalité externalités. Mm, voilà, des sujets plutôt que ouais. seulement, seulement un sujet, parce que c'est vrai que quand on voit en général les boîtes ont tendance à se focaliser sur uniquement un sujet, et en réalité, Bah quand on oui. plonge, Il n'y a pas qu'un quand- sujet, hein. voilà, on voit que Il n'y a voilà, pas que c'est l'impact vraiment carbone, par exemple. L'impact carbone, c'est une toute exactement. petite partie de la fenêtre. Oui, c'est Voilà. C'est oui, c'est vrai. important, mais il n'y a pas que ça, quoi. Mm, mm. Oui, c'est clair. Euh, ben merci pour ce partage d'expérience en tout cas. Je t'en Et prie. ensuite, je voulais te demander qu'est-ce qui va, selon toi, révolutionner l'impact, ou alors qu'est-ce qui va être la future innovation qui va changer un petit peu ce domaine-là, éventuellement nos vies de tous les jours. Est-ce que tu aurais une idée Alors, je vais parler un peu de mon secteur, mais ça s'applique en général aussi. Un mot qui était un gros mot il y a moins d'un an et qui en un an est passé le mot qui était dans toutes les bouches. Je Oui, parle de la sobriété, sobriété. dont j'étais adepte déjà avant, mais on voit que du coup, à part le fait que maintenant il est un peu galvaudé, je crois que c'est comme ça qu'on dit, et Oui, qu'il est sur toutes les bouches un peu pour tout et n'importe quoi. Dans mon secteur, plutôt vraiment de la communication, c'est quelque chose qui, je pense, bah, il y a de plus en plus d'entreprises qui se retournent vers ça et ça marche, enfin, c'est aligné avec tout ce que j'ai pu dire depuis qu'on se parle là. C'est vraiment de oui, se dire, OK, comment je peux faire moins mais mieux? Donc, communiquer moins mais mieux et essayer d'avoir un message qui est du coup le plus aligné, le plus sincère, mais aussi le plus efficace. Parce que quand on a de la sobriété dans la communication, ça veut aussi dire qu'on se concentre sur l'essentiel et donc qu'on fait les choses plus en profondeur, plus dans ce qu'on disait par exemple, plus dans la sensibilisation, l'éducation. Et en fait, ça change un peu le truc de se dire je communique pour plaquer typiquement, je sais pas, ce que je fais dans ma boîte ou ce qu'on fait ou faire de la pub. Maintenant, ça fonctionne plus. Donc la sobriété, elle émerge de toute façon de oui, manière forcée pour ceux de qui manière essaient de pousser forcée. un modèle voilà, qui marche plus. De vraiment se dire, OK, ma relation avec mon consommateur, c'est plus de pousser de la pub, c'est de co-construire des choses, c'est d'aller voir ce dont ils ont réellement besoin, de les éduquer, de devenir presque un média en fait Oui, là-dessus. Et plutôt que de balancer 10 articles de blog par semaine, ça va être de se dire, je fais un article evergreen par exemple, dont le contenu n'est pas périssable, et tous les ans, je le mets à jour avec les nouvelles ressources, et petit à petit en plus, enfin, la sobriété éditoriale, typiquement, c'est quelque chose qui est aussi hyper efficace pour ton SEO, pour plein de choses. Il n'y oui. a que des bons côtés De mon côté, oui, là-dessus. pour la... Donc ça, c'est mon sujet passion. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, du coup, il y a deux bouquins qui sont trop bien là-dessus. Il y a un bouquin qui D'accord. s'appelle, j'en profite, hein, petit moment pub, Oui, oui, vas-y. Sobriété N'hésite pas. éditoriale qui donne 50 bonnes pratiques pour éco-concevoir les contenus web. Donc ça, c'était un petit peu ma D'accord. bible l'année dernière. C'est Ferréol Lespinasse qui l'a conçu. Et l'ADEME vient juste de sortir la version enrichie de son guide de la com responsable, euh, qui est juste à côté de moi, là, que j'ai reçu la semaine dernière. C'est tout nouveau, mais elle est bien Oui. enrichie, elle a plein de nouveaux exemples et vraiment, elle prend en compte ce qui se passe en ce moment. Donc, pour ceux que ça intéresse, c'est des vraies bibles. Voilà. D'accord. Eh ben, c'est noté en tout cas pour les deux références. Merci. Et alors la dernière question que je voulais te poser, c'était donc quelle est ta citation préférée? Alors, du coup, avec celle-là, tu m'as donné du fil à retordre parce que je me suis dit, alors attends, comment donner une citation qui me parle mais qui soit pas non plus trop dit. Donc, j'ai choisi Victor Hugo, qui disait que le plus lourd fardeau, c'était d'exister sans vivre. Et je trouve que ça collait vraiment à l'idée, enfin, autant quand je me suis lancée, de l'idée que j'ai aujourd'hui du freelancing et de ma vie, c'est-à-dire que je voulais que mon entreprise, elle soutienne mon mode de vie, qu'elle me permette de me rapprocher d'un idéal aussi,
avec tout ce dont on a parlé, la flexibilité, aussi Ouais. être plus à l'aise, etc. Et, et je me souviens qu'avant, j'avais aussi ce sentiment qui arrive des fois quand tu es la tête dans le guidon, mais d'être dans une sorte de tunnel où en fait, tes journées filent à une vitesse folle. Tu es dans Ouais. ton truc, donc tu manges, tu vas au taf, tu vas au sport, tu dors, tu recommences, tu prends les transports, etc. Et c'était vraiment le sentiment, du coup, vraiment de, voilà, d'exister sans vivre, Elle existait, avec pas ouais. ce truc de se dire, ah bah, je fais ça parce qu'en fait, ça me plaît et je sens que j'apporte vraiment des choses aux gens et que je fais avancer un sujet beaucoup plus large. Je vais pas changer le monde, mais à, à ma manière, à ma hauteur, je vais faire que les choses soient mieux et puis potentiellement toucher des gens, etc. Donc, je trouve que c'est hyper important de se le rappeler, quoi, que vivre, c'est pas juste se réveiller et se coucher, quoi. Oui, C'est oui, oui, c'est qu'il vrai se passe qu'après, quelque chose entre les deux, quoi. oui, il y a quelque chose entre les deux, mais c'est vrai que c'est un peu le même, j'ai envie de dire un peu la même chose entre la vie et la mort. C'est pas vraiment Ouais, ce qui se passe, c'est-à-dire que entre les deux. une espèce de routine en fait qui nous amène à être, à nous comporter un petit peu comme des robots. Ouais, Et exactement. alors, on est La roue du vivant, mais hamster. est-ce qu'on existe? Oui, voilà, la roue du hamster. Donc on tourne un petit peu en rond, et c'est vrai que justement, en tout cas, en l'occurrence, là, quand on est freelance, on peut sortir de cette espèce de petite routine où, justement, on va pouvoir choisir ses clients, on va pouvoir choisir ses missions éventuellement et s'accorder du temps, pas forcément travailler 5 jours sur 5. Du coup, la semaine de travail peut être décalée, on peut éventuellement travailler que le week-end et profiter de la semaine avec ses enfants éventuellement. Donc, c'est vrai que j'aime bien cette référence du coup à Victor Hugo. Je ne connaissais pas, merci du partage. Et C'est je une trouve que nouvelle, non, mais nouvelle citation. voilà. Mais c'est vrai qu'en tout cas, je trouve que ça fait vraiment écho avec le monde du travail en tout cas le freelancing, parce que souvent ce qui ressort des expériences, c'est que on est sorti du salariat parce que justement il y avait cette espèce d'oppression, et avec le freelancing, on a l'impression d'avoir un petit peu plus de liberté, de s'accorder du temps et de enfin pouvoir exister et de faire des choses. Comme on disait tout à l'heure, par exemple, si on a un proche qui est malade, on sait qu'on peut aller éventuellement l'aider. Si j'ai un rendez-vous à prendre, je ne vais pas me poser la question de savoir si mon employeur accepte bien de bien vouloir me laisser prendre ce rendez-vous. Donc c'est vrai que c'est intéressant, et je trouve que on a en tout cas besoin de prendre le temps de faire Ouais, les choses qu'on a à faire, et surtout se dire qu'à la fin de la journée, le travail, c'est vraiment que du travail. Et il y a sûrement des choses plus importantes à côté, même si le travail peut être passionnant. Donc ouais. voilà. Je l'aurais pas mieux dit. Eh bien, merci. Euh, alors après, pour Je peux finir, je ne sais rajouter pas si quelque tu as des. chose? Oui, oui, bien sûr, Oui, si tu as. Oui, parce parce qu'alors que je me suis rendu compte en régie, on me dit qu'on a encore que quelques c'est l'heure. minutes. Donc, non, Ah, non, on a ok, encore quelques super. minutes. Hein, donc, Parce que j'ai oublié quand même un pan important de quelque chose que je trouvais hyper intéressant pour moi, en tout cas dans mon expérience de freelance. C'est que au-delà de tous les autres avantages que j'avais donnés, il y avait aussi le fait que j'avais la main en tant que mini-entrepreneur, micro-entrepreneur, oui, par rapport à mes valeurs à moi, j'avais aussi la main sur mon propre impact environnemental au travail. Euh, oui, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi super important, parce que quand tu es salarié, du coup, tu dépends aussi de ta structure, de et la j'ai structure et comme souvenir des de devoir choix. porter des sujets et de se fatiguer un peu à porter des sujets en disant, oh, peut-être qu'on pourrait faire plus comme Et ça, puis, comme si. et en plus, vu que tu Ouais. étais souvent près de la photocopieuse, ça te posait problème, j'imagine. Ah oui, dans une entreprise qui marchait un petit peu à l'ancienne, la photocopieuse tournait bien. Euh, J'avais une collègue qui imprimait tous ses mails, donc voilà. Oui, c'est vrai Donc que ça a souvent été des typiquement, pratiques un peu ancestrales. un peu ancestral, mais qui existe encore, parce que nous, on est dans notre microcosme, on ne se rend pas compte que dans des Ouais, entreprises, il se passe encore des trucs vraiment à l'ancienne. Mais du coup, le fait d'avoir la main sur mon impact environnemental pro, parce que, en fait, que j'avais déjà sur mon perso, puisque je faisais plein d'efforts de zéro ouais, déchet, de moins prendre l'avion, etc. En fait, j'ai pu avoir une cohérence avec ma vie pro, et j'essaie aussi de sensibiliser pas mal là-dessus via le collectif, mais aussi sur LinkedIn ou sur mes supports. Mais du coup, c'était hyper important pour moi, typiquement, de donner une part de mon chiffre d'affaires à des assos, euh, ouais. de pouvoir investir dans des projets responsables avec ma petite contribution, quoi.
Et puis, dans mon métier même, pouvoir appliquer tout ce que je te disais, sobriété éditoriale, numérique responsable, acheter que en reconditionné, penser tout plein de choses, même travailler moins, en réalité, c'est moins d'ordi, c'est moins de... Enfin, tu vois, Ouais. il y a tout plein de choses à faire. Et ça, je suis ravie de pouvoir progresser là-dessus et avoir la main entière là-dessus. Ouais, c'est vrai. Merci de ce Voilà. partage parce que c'est vrai que on a justement, comme je le disais précédemment, quand on est dans un milieu où on est uniquement employé, on n'a pas forcément tendance. Alors, je parlais tout à l'heure des conditions hein, que tu vas avancer avec un client, mais c'est vrai qu'on met rarement ces conditions face à un employeur parce qu'on est, on est dans un certain besoin de payer On le n'est pas sur loyer, la comme même on échelle, hein, disait. de toute façon. Ouais. Voilà, on n'est pas sur la même échelle. Et c'est vrai que je trouve que ça reste quand même important euh, de, de, de toujours conserver ces valeurs-là. Et alors, de les faire passer avant, bien sûr, si on peut, hein, Oui, sur certains sujets. Mais ne serait-ce que, comme ce que tu évoquais par rapport au fait d'imprimer tous ces mails, il n'y a vraiment aucun intérêt à faire ça, par exemple. Donc, c'est vrai que on a peut-être tendance aussi à, du coup, quand on est salarié, à laisser de côté un petit peu ses valeurs parce que on n'a pas vraiment le choix. Euh, mais après, est-ce que dans tous les domaines, tout le monde peut faire ça en tant que freelance? Je sais pas vraiment en fonction des, tu sais, des conditions de travail ou de. bah, c'est sûr que c'est une affaire de priorité. Et quand la priorité, la pyramide de Maslow, typiquement, quand tu es en bas et que tu n'as pas de quoi manger Oui, ou te loger, tu vas pas mettre la priorité sur ton hébergeur web dans des serveurs green, quoi. c'est vrai. Mais à notre échelle, on peut quand même tous faire des trucs et tu Des auras efforts. toujours plus la main comme ça que chez un employeur. Donc, je trouvais ça important de le dire parce que ça fait aussi partie de l'alignement que vont percevoir s'il y a des personnes qui veulent se lancer dans l'écosystème à Se impact. lancer, oui. euh, Bah, du coup, ça fait partie de toi aussi et ça fait partie de ce qui va taper aussi dans l'œil des personnes qui se disent ah, bah, en fait, c'est pas que du bullshit, c'est pas que son service. Oui, En c'est fait, il y a pas. aussi elle en bénévole qui fait ça, il y a aussi elle qui fait son site comme ça. C'est quelque chose qui doit être perçu dans sa globalité et pas siloté comme ce que tu disais, comme avant Oui. la RSE qui était un service alors qu'à côté, tu pouvais faire des dépenses dingues pour afficher des trucs dans toute la ville, tu vois. Et ça Oui. marche pas comme ça. C'est des lunettes que tu dois avoir sur tous les pans de ton activité, quoi. Oui, puis surtout, ça impose tout de suite la crédibilité. Donc, c'est pas Ça fait seulement un monter ton... discours. Voilà, derrière C'est l'épreuve. comment dire, les actions, elles sont évidentes et concrètement, tu es crédible par rapport à ce que tu avances et ton expertise. Donc, c'est très, très intéressant. Bah, merci beaucoup en tout cas pour tous ces points. C'est vrai que alors l'impact, voilà, moi je voulais t'avoir comme première invité sur le podcast de Super Indep parce que pour nous c'est important ce sujet-là et on essaye aussi à notre niveau d'être efficace. Bah, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Si tu as quelque chose d'autre à ajouter, n'hésite pas. Euh, on peut te retrouver C'était de mon toute petit façon très point. facilement sur LinkedIn avec ton nom, hein, donc Mélanie Ah, vous Dupuis. avez Donc, mon prénom, mon nom, c'est facile. voilà, donc tu vas être assailli de visites sur ton profil LinkedIn. On Et verra. puis, Je réponds à et tous les alors, messages. d'accord, bah écoute, voilà, moi, tout le monde est prévenu. Et puis, bah écoute, d'ici là, je te souhaite plein de bonnes choses et peut-être à très bientôt pour une deuxième invitation dans un épisode futur. Ça marche. Merci pour l'honneur d'être la première invitée. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci à toi. Plein de bonnes choses à toi, Mélanie. Bye bye. Bye. Au revoir.